De retour dans la tranche info sur Canal 10 Télévision, place maintenant au focus et nous sommes jeudi et le jeudi c'est anthropologie et nous recevons donc ce soir Nusire Kalala Omotunde. Bonsoir monsieur Omotunde. Bonsoir mon très cher, je suis ravi d'être parmi vous. Et moi donc, ça fait effectivement un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Vous étiez très occupé effectivement pendant cette période de coronavirus puisque beaucoup se sont replongés dans l'histoire et de façon globale, l'histoire noire de façon globale et vous avez été énormément sollicité. Effectivement, et on en a profité pour ouvrir l'Institut en Haïti, donc c'est maintenant chose faite. Donc après le Canada, Haïti. Après le Canada, Haïti, on a commencé les cours, donc c'est excellent. On a les étudiants qui se sont inscrits, on a commencé les cours en Haïti. C'est vrai que je n'ai pas pu y aller directement, donc on a utilisé les moyens informatiques, mais néanmoins maintenant c'est chose faite, c'est le plus important. Donc des écoles qui commencent à ouvrir un peu partout finalement, qui montrent l'intérêt. En fait, il faut créer les conditions aujourd'hui de deux choses, c'est-à-dire l'accès à l'information historique, ça c'est la première chose, et puis changer aussi notre regard sur l'histoire à partir d'une documentation nouvelle. Et ça c'est important, avec naturellement la notion d'humanité classique africaine, c'est-à-dire donner un sens à nos pratiques, à nos réalisations, et nous quérir aussi, vraiment collecter la manne au niveau philosophique, notamment des anciens. C'est pas tout de faire, mais il faut avoir un habitacle psychologique qui explique les conditions du pourquoi ça a été fait à tel moment et dans quelles conditions philosophiques. C'est surtout ça. Ça, c'est important. Et l'actualité a été extrêmement chargée pour la communauté noire ces derniers temps. Quelque part, on pouvait s'y attendre parce qu'on sentait bien que... Vous parlez de ce basculement dans une nouvelle ère, justement, où on demanderait plus de justice. Ça, c'est quelque chose de très important. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est qu'un changement d'air. Moi, j'ai eu l'occasion d'écrire notamment le Cosmogénèse tome 2 sur la problématique du changement d'air, notamment au niveau de l'Égypte, puisque l'Égypte en a connu un certain nombre de changements d'air. Mais ce qui m'a beaucoup surpris, c'est les grandes transformations, y compris sur le plan politique, sur le plan géographique. Les capitales sont déplacées, les temples sont déplacés, les divinités aussi d'une ère ne sont plus les mêmes dans l'ère nouvelle. Donc il y a tout, je dirais, une nouvelle remise à niveau de tout qui se crée au niveau de l'air. Parce qu'il faut savoir une chose, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, c'est que la fréquence cosmotellurique change lors du changement d'air. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de... C'est inarrêtable. Vous voyez, par exemple, là, on a quitté l'ère du poisson. L'ère du poisson, une ère relativement basse en énergie. On rentre dans l'ère du Verseau, qui est l'ère d'Api, dans la tradition des anciens, qui est une ère relativement haute en vibration. Qu'est-ce qui se passe ? Les injustices de l'ère du Poisson ne passent pas dans l'ère du Verseau. C'est-à-dire à tous les niveaux, partout à travers le globe. Les choses qui sont de l'ordre des situations d'injustice non réglées ne passent plus. Les inégalités ne passent plus. Et ça ne passe plus nulle part. Vous pouvez appeler ça gilets jaunes, déboulonner des statues, tout ce que vous voulez. Il n'en demeure pas moins qu'on voit bien quelque part qu'il y a dans la nature de la vie sur Terre quelque chose qui dépasse véritablement cette vie, et c'est notamment cette vie humaine, qui est la dimension cosmique de la vie, avec ses lois et ses principes, et aussi ses interactions énergétiques, qui fait que forcément il y a changement. Et vous verrez que le changement sera aussi sur le plan spirituel. Parce que, je vous dis que c'est un changement total. Les fréquences ne sont plus les mêmes. Les yeux s'ouvrent, la compréhension s'ouvre, le questionnement arrive. Tout le monde se pose des questions, mais telle chose, ce texte-là, d'où vient-il ? Et c'est vrai qu'on peut rien faire contre ça, en fait, en réalité. Et ça, je dirais, ce qui se passe et qui est intéressant, c'est le fait que les portes de cupidité sortent du bois. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez, en fait, c'est simplement parce qu'il faut faire sortir du bois les portes de cupidité. Parce qu'on arrive à une ère de l'abondance, et qu'est-ce qui empêche l'abondance ? C'est des portes de cupidité. Donc vous allez voir, on va discuter de problèmes d'argent, de financement, d'équilibrage, de ci, de ça, mais je dirais quelque part sur la problématique quand même de fond, qui est qu'on a une égale répartition des richesses dans le monde ? Et on voit que c'est une répartition racialisée. Quand on prend, je dirais, les pays les plus pauvres à travers le monde ou les pays les plus riches, on voit bien que c'est une répartition qui est fondamentalement racialisée. Ça,
je dirais un gamin de 5 ans s'en rend bien compte. Et ces choses-là ne pourront pas durer de toute façon. Parce que la fréquence cosmotellurique ne convient plus pour ce genre d'inégalité. Et ça, il faut le comprendre. Et finalement, on a des exemples vraiment concrets, puisque des statues qui sont érigées depuis des dizaines d'années, voire des centaines d'années, finalement, qui s'étaient fondues dans le paysage, apparaissent maintenant comme des horreurs au monde entier, qui a entraîné une série de déboulonnages, qui a commencé aussi par la Martinique. Par la Martinique, effectivement. En plein jour, des activistes en pleine journée, même pas masqués finalement, ont décidé de s'attaquer à ces emblèmes justement de l'esclavage et de la traite négrière. Donc c'est une vérification de ce basculement selon vous ? Oui, c'est-à-dire que naturellement, l'ère du poisson a été très défavorable aux personnes d'ascendance africaine. Donc il est normal que dans une remise à niveau, que les choses se passent dans cet ordre-là, vous voyez ? Mais ce qui est important, c'est que on voit que c'est une problématique de principe, c'est une problématique de valeur. C'est-à-dire qu'il faut quand même à un moment qu'on arrive à dépasser la problématique de l'épiderme. Et ce sont les cupides qui en sont encore à parler d'épiderme. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Ce sont les cupides qui bâtissent des théories économiques qui sont des dogmes. C'est-à-dire qui font croire qu'en dehors du dogme de la prédation économique du nord sur le sud, il n'y a pas de possibilité d'équilibrer les rapports économiques. C'est totalement faux. Vous voyez, c'est tout simplement... Et tout ça va tomber. C'est-à-dire ce sont des citadelles qui sont aujourd'hui en train de vaciller. Parce qu'il y a une nouvelle redistribution des cartes. Et je pense que ceux qui pensent que l'ancien modèle va tenir, pour moi, ce sont des apprentis sorciers. Ils n'ont toujours pas compris ce qui va vraiment arriver. C'est-à-dire que nous allons assister à la fin du monde. Ça, il faut bien se mettre ça dans le crâne, avec des dérèglements climatiques aussi, puisque... Pour accompagner le tout. Ah non, mais c'est-à-dire que quand vous regardez ce qu'a été les changements d'air en Égypte, parce qu'il faut savoir que le monde noir a bâti les premières civilisations au monde à l'époque où tout le monde était à l'état sauvage. Donc, quand on parle de l'ère du taureau, nous avons connu l'ère du taureau. Nous avons bâti des civilisations à l'ère du taureau. Ça veut dire quoi l'ère du taureau ? Ça veut dire que le soleil était dans la constellation du taureau. Donc c'est pour vous dire qu'on en a vu justement des réajustements au niveau des airs, et on sait très bien qu'il y a des problèmes de tremblement de terre, il y a beaucoup de choses, parce que l'énergie en fait, elle est arrimée sur 2150 ans, après elle change de texture. Et donc, il y a beaucoup de configurations, je dis sur le plan tellurique, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du sol, et sur le plan cosmique, tout ce qui est de l'ordre du ciel. Au début, je pensais d'ailleurs que ce dérèglement ne provenait que du noyau de la Terre. Non, 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 ça provient aussi du noyau du Soleil. C'est-à-dire qu'il y a un arrimage qui se fait, et qui permet toujours à la Terre de tourner sur elle-même et de tourner autour du Soleil en 365 jours. Mais s'il y a une modification de l'énergie électromagnétique venant du noyau de la Terre, forcément, il y a une réadaptation sur le plan cosmique. Et donc, pas simplement peut-être la planète Terre, mais les autres planètes aussi. En tout cas, le CNES a fait des satellites pour mesurer tout cela, les Russes aussi, puisqu'il y a beaucoup d'objets qui sont partis dans l'espace. On n'a pas dit pourquoi, mais maintenant, ils commencent à avouer que c'est tout simplement pour suivre l'évolution du champ électromagnétique terrestre, qui a quitté les États-Unis pour se déplacer carrément, qui se rapproche plutôt de la Russie aujourd'hui, donc qui fait qu'il y a quand même des choses dont on ne peut pas nier que ces gens-là... Mais dont on parle très peu, finalement, ils sont passés sous silence. Parce que, vous savez, les cupides, ça rime sur ceux qu'ils maîtrisent, pas sur ceux qu'ils ne maîtrisent pas. Et la chose, c'est que quand ça a une incidence globale, il faut pouvoir penser le monde différemment. La chose, c'est est-ce qu'on peut aussi, et c'est ça aussi pour moi, le plus important, c'est ça. C'est-à-dire que, à l'ère du poisson, on a donné les moyens à ceux qui étaient animés de mauvaises intentions vis-à-vis de l'humanité. Moi, je dis aujourd'hui, il faut donner aux gens qui sont animés de bonnes intentions les moyens. Et comme ça, on pourra véritablement inverser les choses. Parce que de toute façon, il en est de la nature énergétique maintenant, des relations cosmotelluriques, de permettre ce genre de choses. Et on l'a vu d'autant plus que, aujourd'hui, la problématique du colonialisme, de l'esclavage, a débordé, c'est-à-dire c'est pas simplement le monde noir qui a été impacté, mais on a vu qu'une nouvelle jeunesse occidentale a pris conscience de la façon dont les nations occidentales ont tiré leur richesse, de l'aspect inhumain, et aussi, je dirais quelque part, on est en train d'aller dans une direction sans issue, c'est-à-dire ça fait combien de siècles qu'on est dans le même problème, et à cause de 2-3 idéologues qui maîtrisent aussi sur le plan médiatique et idéologique les idées, on se retrouve embarqué dans un tour de manège sans fin.
Je pense que là aussi, ça fait partie des choses. Vous voyez, par exemple, prenons Cecil Rhodes et la statue de Cecil Rhodes en Afrique du Sud qui avait été déboulonnée en 2015. Sa statue a été déboulonnée en Angleterre cette année. C'est-à-dire que ça a pris du temps, mais il y a un phénomène de conscience et je pense que c'est ce changement d'air qui accompagne ce phénomène de conscience. Je voulais vous demander si c'était un phénomène de prise de conscience ou bien peut-être un phénomène de mode. Est-ce que tout le monde ne s'empare pas un peu de la mode du Black Lives Matter revendiqué effectivement? Je pense qu'il y a une problématique de valeur. La civilisation occidentale n'a plus rien à proposer. C'est-à-dire que les gens se rendent bien compte que c'est une civilisation, à part la prédation de l'homme sur l'homme et de l'homme sur la nature, c'est une civilisation qui n'a rien du tout à proposer. Vous voyez, que ce soit sur le plan économique, sur le plan philosophique, sur le plan spirituel et compagnie, la religion, c'est fini. Voilà. Donc, les gens sont à la recherche de valeurs nouvelles. On se pose la question, mais il faut quand même bâtir ces valeurs nouvelles sur un minimum d'équité. Et l'ère du Verseau, c'est la problématique de l'équité qui devient centrale. Est-ce qu'il est possible d'avoir une répartition des planètes, des richesses sur la planète qui permettent finalement d'avoir une vie humaine équilibrée aux 4 points cardinaux? Moi, je pense que oui. A priori, il n'y a aucun problème. Puisque de toute façon, on a vu que la taille de l'Afrique, déjà, n'est même pas la vraie taille. Donc ça veut dire qu'il y a des terres à cultiver, il y a tout ce qu'il faut. Pour être précis pour les téléspectateurs, en fait, on s'est rendu compte que la représentation en 3 dimensions de la Terre avait été un petit peu arrangée et qu'on a réduit effectivement les dimensions de l'Afrique puisque le continent est beaucoup plus vaste. Et on a augmenté par contre les dimensions de l'Europe, ça il faut le dire. Européens. C'est-à-dire la taille de la France n'est pas la vraie taille, la taille de l'Angleterre c'est pas la vraie taille. C'est-à-dire qu'il s'est passé un phénomène assez particulier qui est encore cette vision coloniale en fait du Nord sur le Sud, qui veut apparaître un peu plus gros qu'elle ne l'est. Bon, on sait déjà où ça mène, c'est une affaire de temps. Parce que les civilisations doivent avoir quand même une part d'humilité, et au niveau de l'Occident, on ne voit pas du tout cette humilité. On le voit avec le coronavirus, la façon dont ça a été traité au Brésil, en Amérique et autres. On voit bien qu'il y a une arrogance que peut-être que ces civilisations vont finir par payer, parce que quand on voit la progression du virus, on est quand même relativement surpris. Et puis on est surpris aussi que ceux qui voulaient aller vacciner en Afrique ne disent pas, tiens, il serait peut-être temps aussi de monter des campagnes, de faire des tests de vaccins dans les pays où justement, comme les États-Unis, où on voit que le nombre de cas augmente de façon impressionnante par jour. Ça, c'est quand même important. Plus de 50 000 cas par jour aux États-Unis en ce moment, à l'heure où on parle. Totalement. Moi, ce que je trouvais, c'est peut-être intéressant de voir le premier document, si on peut le regarder sur toutes les statues qui ont été déboulonnées, parce qu'il y a un enseignement là. Ah oui. Oui, totalement. Ça a surpris et ça a choqué le monde entier, mais la vague est partie. Est-ce qu'on peut avoir le premier document? Le premier document. C'est bon, c'est bon. On peut avoir du son? Merci. Et une partie de sa fortune à l'université. En ces temps d'activisme antiraciste, la présence de cette statue leur est devenue insupportable. I want Oxford to stop glorifying a racist, a white supremacist. It speaks volumes about the university, and we grew up in Oxford and we want to see change. Une manifestation similaire s'était déroulée en 2016 sans succès. Mais la colère a redoublé depuis la mort par asphyxie de l'Afro-Américain George Floyd. Le drame a relancé le débat sur le racisme et le passé colonial du Royaume-Uni. The whole empire. All of Britain, universities, cities, industry was all built on materials, resources and wealth taken from other parts of the world. Un passé que de nombreux Britanniques veulent cesser de mettre en valeur. Sous la pression populaire, la statue du marchand esclavagiste Robert Milligan a été retirée à Londres. Même chose pour la statue d'un autre marchand d'esclaves, Edward Colson, qui a fait l'objet d'un déboulonnage spectaculaire à Bristol. Un mouvement qui a aussi fait des émules à Anvers, où une statue du roi Léopold II, symbole du régime colonial belge, a été dégradée puis enlevée. Mais aussi aux États-Unis, à Louisville dans le Kentucky, ou en Virginie, où la figure du navigateur Christophe Colomb a été vandalisée puis jetée dans un lac. Alors, on voit justement qu'au niveau international, les déboulonnages de statues sont limite légitimés
par les policiers, par les gouvernements, limite. Et en France, on voit que c'est un peu l'effet contraire. On accable un peu justement les auteurs de ces déboulonnages, quitte voire à les traduire en justice même. Alors c'est très intéressant, c'est très révélateur d'un certain climat idéologique. Je dirais ce qui se passe dans les pays anglo-saxons n'est pas vraiment suivi des faits au niveau de la France, au niveau de tous ceux qui ont l'habitude de s'exprimer sur des problématiques de droits de l'homme et de valeurs de la République et autres. Là, tout le monde est aux abonnés absents. Bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une problématique de fond. Cette problématique de fond, c'est que, vous voyez, même si aux États-Unis, il n'y a pas eu vraiment de loi pour le moment pénalisant la problématique de l'esclavage, il y a, en tout cas, on voit que la mort de Floyd a déclenché une espèce de prise de conscience de y en a marre. C'est-à-dire que les gens se sont dit, bon, écoute, on ne va pas en sortir de cette affaire-là. À un moment, il faut descendre dans la rue et dire qu'il y en a assez. Et là, on a vu, effectivement, même en Angleterre, des élus prendre la décision d'enlever des statues parce qu'ils se sont dit, cette statue, en fait, sa place, c'est au musée, c'est pas dans le centre-ville. En France, on est dans du grand n'importe quoi. Et je vais vous faire écouter, justement, Mona Ozouf, qui est philosophe et historienne. On raconte n'importe quoi. Il faut savoir que le principe, déjà, de l'histoire, comme le dit Paul Ricoeur, c'est le fait de faire accéder les populations à la dignité de l'objectivité. On n'y est pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a deux problématiques de fond au niveau de l'histoire coloniale et esclavagiste en France. C'est que, premièrement, les matériaux historiques émanent de gens impliqués dans le crime. C'est-à-dire quand on vous dit tel armateur négrier, il est impliqué dans le crime. Quand on vous dit tel colon, il est impliqué dans le crime. Donc, on sait que ce sont des matériaux partisans. Il n'y a plus d'objectivité dans ce... Ultra-partisan. Ultra-partisan. Et on présente cela comme une source historique. Comme la vérité. C'est au-delà du réel. C'est-à-dire que là, on est dans du grand n'importe quoi. Et arriver à en faire entendre raison là-dessus, c'est quand même, je dirais, un peu des fois la croix et la bannière. Mais il y a une chose qu'on sait, c'est que l'histoire étant écrite par le vainqueur, on a un deuxième problème, c'est que la France est juge et partie. Vous allez devant les tribunaux, la France est à la fois juge et en même temps elle est partie. Donc, on n'a pas la possibilité d'avoir justement cette objectivité, parce qu'elle est impliquée dans le crime. Justement, on a cet exemple de la statue de Colbert qui trône devant l'Assemblée nationale. Il faut comprendre une chose. Moi, je vais dire une chose qui est vraiment très importante. Il ne s'agit pas d'un crime contre l'Afrique, il s'agit d'un crime contre l'humanité. Lorsque Macron était en campagne, lui-même a rappelé que la colonisation est aussi un crime contre l'humanité. Donc lorsqu'on parle du crime contre l'humanité, on ne peut pas renvoyer le débat à un aspect partisan. Parce que l'humanité, c'est-à-dire tout le monde humain est concerné par ce crime. Donc on ne peut pas venir dire aujourd'hui qu'on trouve normal d'avoir la statue de quelqu'un qui est impliqué et actif dans un crime contre l'humanité. C'est-à-dire que la personne est en cécité mentale lorsqu'elle vient à la télévision dire ça. Moi, je vais vous faire écouter d'ailleurs. Écoutons Mona Ozouf, qui est le document 2, parce que c'est intéressant de voir comment on est véritablement dans une perte de conscience humaine, et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. On regarde le deuxième document. Très réservé quand même. Autant je comprends parfaitement le déboulonnement de la statue d'un tortionnaire par un peuple qui vient de vivre une période affreuse de despotisme. Je comprends ça très bien. En revanche, je ne suis pas absolument sûre que démeubler notre espace des statues anciennes soit une très bonne idée. D'abord parce que je n'aimerais pas du tout, pour ma part, vivre dans un pays où les rues n'auraient pas de nom et simplement des numéros. Je crois qu'on ne se rend pas compte assez souvent de la profondeur historique que donne à un peuple le fait de se promener à travers des statues et dans des rues qui portent des noms. Et par ailleurs, le problème, c'est que s'il faut absolument purifier tout notre passé, c'est-à-dire ne garder sur nos places que des êtres absolument parfaits, il va y avoir quand même un déménagement considérable. Et
je suis hostile à cela. Je suis hostile au fait que nous devenions un peuple sans image, sans statut, etc. Alors ces statues méritent-elles, évidemment, il y a une célébration dans le fait de poser une statue dans un endroit, il y a aussi un hommage. Mais l'hommage peut être, justifié, il peut être corrigé, il peut être contesté. L'exemple qui m'est constamment proposé, c'est bien entendu l'exemple de mon cher Jules Ferry, à qui on doit non seulement l'école primaire gratuite et obligatoire et laïque, mais auquel nous devons toutes les libertés sur lesquelles nous vivons. Parce que dans les 6 petites années où il a exercé le pouvoir, ce que nous lui devons, c'est la liberté de la presse, c'est le journal du matin, quel qu'il soit, que nous achetons, c'est la liberté syndicale, c'est l'élection des maires, point capital de la vie française. Nous lui devons tout ça, nous vivons encore là-dessus. Alors, il a été, nous dit-on, un colonisateur. Il a été en effet un colonisateur sans état d'âme. Il n'a pas été un colonialiste. Ce colonisateur maintenant pourfendu est quelqu'un qui a fait des écoles partout en Algérie, des écoles qu'il appelait tendrement mes filles, les écoles d'Algérie. C'est quelqu'un qui, assistant à une interrogation d'un petit Mohamed par une maîtresse qui avait fait venir évidemment son meilleur élève et qui demande au meilleur élève devant les autorités, Jules Ferry, l'inspecteur d'académie, Mohamed, peux-tu dire à ces messieurs ce que c'est que la France? Et Mohamed répond, monsieur, c'est notre mère. Et Jules Ferry note dans son carnet, pauvre petit perroquet, dis plutôt notre marâtre. Voilà le colonialiste. Avec les écrits de Ferry, judicieusement découpés, on peut faire un magnifique pamphlet anticolonialiste. D'ailleurs, il a comme ennemis principaux les colons, arc-boutés contre les écoles. Si on enlève certains noms de rues, ben elles n'auront plus de nom. Totalement. C'est-à-dire que là, je dirais, il y a un problème de fond. D'accord ? Il faut savoir que, premièrement, quand on parle de statut, on parle d'œuvre d'art. Le but de l'œuvre d'art, c'est de susciter une émotion. Vous avez remarqué que lorsque vous allez taguer certains mots, le mot est enlevé, c'est-à-dire le tag disparaît, parce qu'on considère que l'émotion que vous avez suscitée à travers votre œuvre ne correspond pas, je dirais, à ce que, voilà, aux valeurs sociales de cette ville. Bon. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on a la statue de quelqu'un, et il faut bien comprendre une chose, hein, lorsqu'on prend le cas de Colbert, Colbert a 3 tares importantes. La première tare, c'est le déni d'humanité, parce que les Noirs, les Africains, il les a fait rentrer en tant que bien meubles. Ça, il fallait se fixer une limite, ça soupape à sauter. Bon. Ensuite, les gens qui rentrent dans la colonie rentrent par l'achat. Alors, on dit d'un côté que vendre et acheter, quand c'est l'Afrique, c'est pas bien, mais vendre et acheter de l'autre côté de l'Atlantique, comme par hasard, c'est bien. Et puis, la troisième tare, c'est que c'est un antisémite notoire. Parce que c'est le Pétain avant Pétain, le Pétain de Vichy, puisque le premier article du Code noir dit il faut rafler les Juifs. C'est-à-dire que si vous cherchez le premier texte où on parle de rafle de Juifs dans l'histoire de France, allez dans le Code noir. C'est là où ça commence. Exactement. J'étais choqué. Donc, ce qui veut dire, mais non, mais c'est-à-dire que Colbert a ces 3 tares-là. Et comment quelqu'un qui a 3 tares comme celle-là peut être exposé devant l'Assemblée nationale sous prétexte qu'il a participé à la fondation de la nation sur le plan administrativo-politique. Mais les Français vous diront qu'on ne peut pas voir que les aspects négatifs d'un homme, qu'il faut voir ses grands accomplissements. Je vais vous dire une chose, il faut être sérieux. Parce que là, on est dans du grand n'importe quoi. Le maréchal Pétain, il y a des gens en France qui n'ont pas de statut. Le maréchal Pétain n'a pas de statut. Il n'y a pas de rue Hitler en France non plus. Oui, mais c'est-à-dire qu'il n'a pas de statut. Pourquoi ? Parce qu'il a eu effectivement une œuvre héroïque durant la première guerre tribale européenne, mais la deuxième, il y a eu la collaboration avec l'Allemagne nazie et il y a eu les rafles de Juifs. La problématique de fond, c'est que, vous savez, avant, il y avait une très belle statue du général Dumas dans Paris, dans le 17e arrondissement. Mais Pétain a fait
déboulonné la statue, l'a fait fondre pour que l'Allemagne nazie puisse fabriquer de l'armement. C'est-à-dire que la statue du général Dumas a servi à la confection d'armements allemands, et ça a été fait par les Français. Et beaucoup de statues qu'il avait fait déboulonner ont été reconstruites, refaites et réinstallées. La statue du général Dumas est passée à la trappe. Donc, ce qui veut dire que, moi, ce que je vois dans les choses, c'est l'organisation, en fait, des crimes contre l'humanité qui, finalement, tient au fait qu'on cherche toujours, jusqu'à aujourd'hui, à absoudre les gens qui ont commis des crimes contre l'humanité à partir du moment où cette humanité n'était pas blanche. Parce que quand cette humanité est blanche, c'est un autre dossier. Regardons le document concernant Hitler. J'ai amené un document concernant Hitler. Prenons le temps de le regarder. Parce que là, philosophiquement, c'est très intéressant. On passe au document numéro 3. Vous êtes sur RTL. Écoutez bien, un secret encombrant et qui dure depuis 75 ans. Les caves du Sénat abritent dans un bunker un buste d'Adolf Hitler et d'autres reliques de l'époque nazie. Et ce secret a réussi à être gardé pendant toutes ces années, Anne Le Hénaff. Oui, le journal Le Monde a enquêté sur cette rumeur, appelé plusieurs sénateurs ou anciens sénateurs. Personne n'est au courant. Tenace, le journaliste insiste et l'architecte du Sénat finit par lui dire que oui, il y a bien un buste de Hitler dans les sous-sols. En fait, le palais du Luxembourg a été occupé pendant 4 ans par l'état-major de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, qui a même fait construire des abris souterrains et qui quitte les lieux en août 1944. Depuis, mystère et gêne. Le président du Sénat n'était pas très à l'aise ce matin lors de sa conférence de presse à laquelle Marie Mollet assistait pour RTL. J'ignorais la présence de ce buste, je vais tout vous dire. Vous êtes dans un lieu qui, pendant 4 ans, a accueilli le maréchal de l'air en second, derrière Göring, maréchal Sperle, qui d'ailleurs occupait le bureau, qui est le bureau du président du Sénat. Je n'ai pas trouvé dans mon bureau de traces. Je suis certain que les services n'ont rien cherché à cacher. Et Gérard Larcher a lancé un inventaire. Il y a des livres, des meubles de l'époque nazie, un buste donc, et même un drapeau à la croix gammée. Ce n'est pas très étonnant que les nazis aient laissé des choses derrière eux en fuyant. Ce qui l'est beaucoup plus, c'est qu'elles ne soient pas répertoriées ou exposées. Mais on ne sait pas pour l'instant ce que va devenir le buste d'Hitler. Pas du tout. Peut-être qu'ils sont finalement très conservateurs. Non, mais là, il y a un cas d'école. D'accord ? C'est-à-dire que si une statue n'a pas pour vocation de susciter des émotions, pourquoi, lorsqu'ils font semblant de trouver et de découvrir une statue d'Hitler au Sénat, tout le monde fait « Ah, mais c'est quoi cette affaire ?» et compagnie. Vous voyez ? Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas affaire à des fous, mais on a affaire à des gens de mauvaise foi. Parce que quand le colonisateur, justement, les a agressés, ils savent qu'ils ne vont pas faire de nom de rue, ils ne vont pas mettre de statue, ils ne vont pas rappeler, en fait, au peuple la douleur qu'a été la période où ils ont été dominés par ce colonisateur venu de l'Europe, donc venu de l'Allemagne, entre autres. Vous voyez ? Et ça, c'est important de le souligner. Donc, qui fait que, lorsqu'on a découvert que des soldats à la retraite de l'Allemagne nazie touchaient une pension en France, en Belgique et dans beaucoup d'autres pays européens, parce que vous avez 2000 soldats nazis à la retraite qui touchent une pension. Mais tout le monde a dit, mais c'est quoi cette affaire ? Tout le monde a été voir Angela Merkel pour lui demander, mais c'est quoi cette affaire de nazis à la retraite en France qui touche une solde de l'armée ? Mais quand on a aboli, soi-disant, l'esclavage, c'était l'objet d'une transaction, on n'a rien aboli. On a tout simplement organisé une transaction financière qui a pris effet le 30 avril 1849. Exactement. Est-ce que vous voyez l'affaire ? Donc là, on voit bien que quand ça les concerne, comme par hasard, Ils comprennent. On se quitte pour une petite page de publicité et on revient tout de suite après avec Nusere Kalala Omotunde. De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours avec notre expert des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde. Et avec lui, justement, on revoyait ces séquences de déboulonnage à travers le monde, en Martinique et suite aussi à la mort de George Floyd. Des statues qui ont une signification, qui ont un sens au-delà de l'artistique, de vouloir susciter des émotions. Vous parlez aussi des énergies que les objets dégagent. C'est-à-dire que
pour reprendre les choses depuis le début, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Quand on parle de l'école de Jules Ferry, c'est une école coloniale. Ça, il faut le savoir. Dans les colonies, c'est une école coloniale. Donc, il y a eu suffisamment d'écrits là-dessus. Et la chose, c'est que lorsque nous abordons maintenant toutes ces choses à la lumière de nos humanités classiques africaines, nous avons des grands maîtres en art. Vous voyez, je pense à Eker Nofret et je pense aussi à Ertisen. Ertisen, lorsqu'il définit son art, sa maîtrise, la maîtrise qu'il a des choses, il va répéter 4 fois « je maîtrise » parfaitement. Et la première chose qui est importante, c'est l'art sacré. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez l'art qui est perçu comme une activité humaine naturelle. Ça, c'est la définition occidentale. La définition africaine, c'est de dire que lorsque nous avons été introduits dans l'univers, c'est selon une géométrie sacrée. Et si nous sommes des artistes, que ce soit la danse, la peinture, ou peu importe, nous introduisons des œuvres dans l'univers, c'est-à-dire qui passent de l'aspect invisible à l'aspect visible. Je peux voir ta danse, je peux entendre ta chanson. Il faut que cette œuvre-là soit arrimée à une géométrie sacrée. C'est très étrange de voir que les enfants de 4 ans à Paris, en Europe en tout cas, sont initiés à la notion de géométrie sacrée. Les nôtres, il n'y a personne qui leur explique même un début de minimum. On a beaucoup d'artistes qui n'y connaissent finalement pas grand-chose et qui pensent que de la nature humaine naît la création. C'est faux. Vous avez Eker Nofret qui dit « si tu ne sais pas ce que c'est que créer, ne crée pas ». Ça veut dire qu'il vous dit, Ertisen, je maîtrise l'art des proportions. C'est-à-dire après l'art sacré, il vous met l'art des proportions. Donc ça veut dire que les œuvres ont des proportions. Et ce proportion... Il y a même une œuvre qui s'appelle la divine proportion, je crois. Oui, la divine proportion. Mais l'art est né en Afrique. Au 4e millénaire, on faisait des arts, des œuvres qui étaient déjà assujetties à la géométrie sacrée. Et le nombre Mei, qu'ils ont appelé nombre phi, le nombre Mei était déjà connu à 1,618. Donc lorsque nous avons initié l'art de la sculpture, parce qu'il faut savoir que la sculpture est une invention de l'Afrique. La sculpture, c'est tout. C'est le fait de représenter une image vivante à travers l'art de la sculpture. Les divines proportions étaient là, simplement pour rappeler que l'homme a une responsabilité devant l'univers, c'est de montrer à l'univers qu'il a acquis une connaissance qui lui permet d'introduire quelque chose qui n'a pas été conçu par l'univers, mais par lui. Parce que la différence, elle est là. L'univers conçoit des chats. Vous voyez un chat, vous dites un chat. Vous voyez un chien, vous dites un chien. Mais on vous dit que vous pouvez concevoir une œuvre et vous ne comprenez pas ce que c'est que cette œuvre-là. Est-ce que l'univers crée quelque chose qu'on ne comprend pas ? Vous comprenez ? Parce que quand vous voyez un poisson, c'est un poisson. C'est-à-dire il y a une équation mathématique qui va donner un poisson. Même quand on parle d'évolution, l'évolution se fait toujours par rapport à une géométrie sacrée. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a toujours ce rapport de proportion divine, même dans l'évolution. Du lézard au crocodile, c'est la même bête, mais la progression se fait par la géométrie sacrée. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Donc, qui fait que lorsqu'on fait une statue, c'est pas pour rien que les statues de l'Égypte ont le nez cassé. Je vois des gens sur Internet venir dire que les statues sont cassées parce que c'est difficile de sortir la statue de sous terre. La statue est dans un sarcophage. Déjà, il faut arrêter de raconter aux gens des mensonges. Vous avez des statues, il y a des momies dans les sarcophages, des statues qui sont dans des habitacles, dans des boîtes, dans des choses. Vous imaginez que si vous avez un archéologue qui casse systématiquement les nez, lui-même aura honte de présenter son travail. Ça veut dire qu'il passe pour un incompétent. Est-ce que vous voyez l'affaire ? Donc, venir nous sortir ça, tout le monde sait très bien que l'énergie, c'est quelque chose, la statue est vitalisée par le nez. Il y a une thèse qui se prépare d'ailleurs aux États-Unis là-dessus. Les statues sont vitalisées par le nez. On a cassé le nez des statues pour dévitaliser les statues. Maintenant, il y a un autre problème. C'est que vous avez vu que les statues qu'on vous a montrées, qu'on a déboulonnées, elles sont soit dans des parcs, dans des zones piétonnes ou devant des bâtiments. Elles ne sont pas au milieu de ronds-points. On ne met pas de statues au milieu de ronds-points en Occident. Ah mais ici en Guadeloupe, oui. Non, parce que c'est une différence de connaissance. Vous voyez, c'est-à-dire l'enseignement de nos ancêtres qui a été dispensé aux Grecs, nous n'avons pas eu de documents pour l'étudier. Parce que la statue, comme elle capte des vibrations, vous ne pouvez pas la mettre dans un espace qui va à l'inverse du sens de l'aiguille d'une montre.
La planète a un sens pour tourner. On voit quand on fait un chaud d'eau dans une cuisine, vous tournez le chaud d'eau dans le sens inverse, vous bousillez votre préparation, vous êtes obligé de recommencer. Bon, donc il y a cette problématique-là, qui est que la circulation de l'énergie sur un rond-point ne correspond pas à une statue. Il n'y a pas de statue. De toute façon, vous avez vu, on vous dit que toutes les rues portent le nom de gens. Ces gens, pour beaucoup, ont des statues, mais la statue n'est pas au milieu du rond-point. Hein. Vous allez dans n'importe quelle ville en Europe, la statue n'est pas au milieu du rond-point. On leur fait un square, un espace, on va mettre placé devant, je sais pas, un musée, devant quelque chose, vous voyez, mais pas au milieu du rond-point. Alors pourquoi chez nous on le met dans un rond-point ? On met beaucoup de statues dans les ronds-points. On a toute une allée. Je vais dire une chose qui est, à mon avis, quand même assez particulière. Nous n'avons pas d'école du savoir en Guadeloupe. Vous voyez ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que ce que j'appelle l'école du savoir, c'est un savoir scientifique, un savoir technique, un haut savoir. Donc à partir du moment où vous pensez que le savoir va venir de l'autre, en fait, je pense que vous commettez une erreur. Parce que la sculpture est une invention de l'Afrique. Avant de rencontrer les Africains, les Européens ne savaient pas ce que c'était qu'une sculpture. C'est nous qui leur avons montré. Donc on a des lois. Mais la chance, c'est que nos ancêtres ont écrit très tôt, depuis le 4e millénaire. Le monde noir, c'est le monde qui écrit, mais qui a la plus longue vitalité au niveau de l'histoire de l'écriture. Ça fait, vous savez, on a découvert aujourd'hui des écritures qui datent de 120 000 ans en Afrique. Donc vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, l'écriture, c'est quelque chose qui a été véritablement la quête intellectuelle de l'Africain. C'est-à-dire arriver à fixer le son sur un support. L'Africain l'a fait en premier. Vous voyez, on l'a fait en premier. Après, il y a les 4 points cardinaux. Les 4 points cardinaux n'ont pas les mêmes valeurs. Vous savez que si vous êtes perdu en forêt et que vous recherchez une direction, il suffit de regarder la crasse. Parce que la crasse sur un arbre, c'est toujours le nord, parce que le soleil n'y va pas. Le nord, ce n'est pas une direction de l'élévation. La direction de l'élévation, c'est l'est. Et beaucoup de statues, nos statues ne sont pas tournées vers l'est. Vous voyez, alors que l'est, c'est la direction de l'élévation. Elles sont tournées vers quel point cardinal ? Généralement le nord, vous voyez, et la problématique de fond, c'est que l'écliptique, qui est la ligne que suit le soleil dans l'espace, il n'y a aucune planète qui prend l'écliptique à perpendiculaire. Toutes les planètes sont le long de l'écliptique. C'est pour ça que nos danses, nos arts et traditions sont arrimés à l'écliptique. Aujourd'hui, les gens viennent faire les roses, demander leur-même ce que c'est qu'une écliptique. Mais on ne sort pas le tambour si on ne sait pas quelle est la direction de l'écliptique. Est-ce que vous voyez, il y a un sens pour entrer, il y a un sens pour sortir. C'est ça les arts et traditions. C'est-à-dire, les arts et traditions, c'est permettre à un enfant de maîtriser la connaissance dans tous les domaines. C'est pas venir se divertir. Aujourd'hui, on a folklorisé tout ça. Donc effectivement, comme on n'a pas... Nous, en tout cas, c'est ce que nous avons essayé de faire à Nija, c'est de créer un institut d'études de ces choses-là, d'avoir des dialogues, vous voyez, sur ces choses-là, de manière à faire en sorte que nous puissions non seulement découvrir une documentation, mais comprendre de quoi parle Icare Nofret. Icare Nofret parle de Bua Nature. Bua Nature, c'est la manifestation de ce qu'il y a de divin dans l'univers. C'est-à-dire la danse, c'est une composante énergétique de l'univers, mais il faut faire sortir ce qu'il y a de divin dans cette danse, vous voyez. Donc c'est ça qui est important. Il y a un sens important pour tourner, dans un premier lieu, qui est le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, il y a la problématique de la proportion. C'est-à-dire on ne peut pas faire des choses en n'ayant pas le souci de la proportion. Parce que le souci de la proportion, ça va soit... si vous n'avez pas le souci de la proportion, vous faites une œuvre qui est déséquilibrée. Mais la problématique de cette œuvre déséquilibrée, c'est qu'elle déséquilibre autour d'elle aussi l'équilibre de la vie. Moi, je peux vous montrer... Donc les vibrations que les statues émettent peuvent perturber l'environnement. Je peux vous montrer des documents émanant de grandes écoles d'art à travers l'Europe, où on vous dit qu'attention, les œuvres, quand elles sont déséquilibrées, elles peuvent déséquilibrer aussi l'environnement dans lequel elles sont placées. Bon. Et pour relever ce que vous dites, on dit que placer par exemple un tableau dans une pièce, ça peut changer mais c'est-à-dire que mais ça les gens le savent, hein, la mécanique quantique l'a montré. C'est-à-dire qu'un tableau placé d'une certaine façon dans une salle, d'ailleurs les Asiatiques appellent ça le Feng Shui. Demandez-leur pourquoi ils vont d'abord interroger le Feng Shui, la science du Feng Shui, avant de poser leur tableau. Donc ça, tout ça, ce sont des choses qui sont quand même importantes. Bon. L'autre chose, c'est que quand on parle d'œuvres d'art, par exemple, prenons les œuvres d'art de l'Afrique. Nous savons que la notion d'art en Afrique est beaucoup plus complexe que la définition qu'en donnent les Occidentaux. Parce que c'est une notion d'intrication. C'est de la science, en même temps c'est de la spiritualité, en même temps c'est de la géométrie, mais c'est aussi des mathématiques. En même temps, c'est le fait de résumer un texte sacré. Vous avez des masques,
vous avez un texte sacré de 300 pages, le masque à lui seul va résumer le thème. Moi, quand je fais l'art avec les enfants, je parle d'abord des fondements philosophico-spirituels de ce peuple-là. Ensuite, je vais aborder le masque. L'enfant, quand il voit le masque, il voit très bien les éléments de l'histoire où ils sont placés sur le masque. D'accord. Alors que si vous abordez le masque sans connaître l'histoire théologique de ce peuple-là, vous n'allez rien comprendre, vous allez dire c'est primitif. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup touché quand un enfant m'a dit, vous savez monsieur, ce masque-là, il est tout sauf primitif. Parce qu'en fait, c'est comme un code. Hein. Vous avez le code pour décoder, eh bien, vous pouvez décoder en fait le masque. Et c'est ça qui est important. Maintenant, la chose, c'est que comme il y a une dimension du rituel, regardez bien, les musées ne sont pas en périphérie. Il n'y a pas de musée en banlieue. Le musée, c'est dans un centre-ville. Voyez ? Mais pourquoi on met les musées dans un centre-ville ? Parce qu'il y a de l'énergie. C'était ça la problématique au British Museum. Vous voyez, par exemple, ce grand débat. Est-ce que les gens sont conscients qu'un musée, c'est de l'énergie ? Mais c'est un catalyseur ou un diffuseur ? C'est-à-dire que les œuvres, écoutez, même aux États-Unis, vous avez des œuvres qui viennent de partout à travers le monde, mais ce n'est pas des œuvres que les gens avaient balancées, c'était des œuvres qui avaient une fonctionnalité rituelle, d'équilibre, donc qui ont de l'énergie. Quand on les met comme ça, en plein cœur de New York ou en plein cœur de Londres et autres, ben, vous avez conçu une centrale énergétique. Maintenant, quand vous dites rapatrier les œuvres, ça veut dire vider l'espace d'une énergie qu'elle a accumulée depuis tout ce temps-là. D'où les refus systématiques. Mais c'est-à-dire que le problème, c'est que c'est pas l'objet en lui-même, c'est que l'ère du Verseau n'accepte pas le fait que l'œuvre ait été acquise dans des conditions illicites. Donc de toute façon, il va falloir rendre l'œuvre. Parce que l'ère du Verseau n'accepte pas ça. Je vous dis que les injustices de l'ère des poissons ne passeront pas dans l'ère du Verseau. Il faut se mettre ça dans la tête. Voyez ? Et que ce n'est pas une question d'opposition en noir-blanc, c'est une opposition de valeurs et de principes. Voyez ? Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc à partir de ce moment-là, ça veut dire que nous devons, nous, en tant que descendants d'Africains, changer nos valeurs. Parce que l'Africain considère le masque comme un truc de sorcellerie. Il ne voit pas les mathématiques fractales dans le masque, il ne voit pas le nombre d'or, il ne voit pas la spirale, il ne voit pas l'équilibre énergétique. Parce que vous avez des missionnaires qui lui ont dit que c'est la sorcellerie. Mais vous allez chez ce missionnaire, aujourd'hui qui est à la retraite. Les masques sont bien chez lui. Les masques sont chez lui. C'est-à-dire qu'il fait de l'argent avec des masques qu'il a pris à bout du monde en faisant... Quoi que c'était des œuvres de sorcellerie. Pourquoi tous ces masques-là ? Je vous dis que j'ai vu beaucoup de documentaires ou des missionnaires à la retraite vont inviter les caméras chez eux, il y a des masques partout. Et c'est pour ça que les gens en Afrique, quand ils voient ça, ils disent « Mais attends, il nous a dit que c'était de la sorcellerie, pourquoi il l'a mis chez lui ?» Vous voyez ce que je veux dire par là ? Donc il y a toutes ces choses-là qu'il faut apprendre aussi à voir, parce que nous ne pouvons pas voir des choses aussi fondamentales dans notre culture comme étant des choses dénuées d'intérêt, sans valeur et énergie. Non, il faut être quand même un petit peu sérieux. L'autre problématique de fond, voyez-vous, c'est la trajectoire. La trajectoire. C'est-à-dire que, voyez, vous avez avenue Général de Gaulle, rond-point Martin Luther King. Posez-vous la question, pourquoi il n'y a pas rond-point Général de Gaulle, avenue ? Est-ce que vous voyez l'affaire ? Ça veut dire qu'il y a bien une trajectoire qui est implicitement... parce que vous avez, par exemple, Martin Luther King, je ne sais pas moi, ou Nelson Mandela va mourir, un mois après, vous avez plein de statues, plein de trucs, mais pourquoi au milieu des ronds-points ? Posez-vous la question, pourquoi ? Là, je suis en train de m'interroger, pourquoi le boulevard de Welbourg ? Pourquoi le rond-point d'Elgrès ? Non, mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui devrait nous interroger. Hein ? Les choses sont faites, mais vous voyez bien comment, vis-à-vis d'une œuvre d'art occidentale, comment elle est placée, voyez ? Et comment les choses sont faites quand il s'agit des autres. Vous parlez de Mortenol tout à l'heure, d'ailleurs. Oui, parce que Mortenol, on ne comprend pas comment la statue de Mortenol est cachée aux gens. Si vous n'avez pas votre carte d'identité pour aller sur le port et contourner les quais et compagnie pour voir la statue, qu'est-ce que cette statue a fait cacher là ? Vous voyez, qui fait que beaucoup d'enfants ne savent même pas que la statue de Mortenol est là. Pour les gens, Mortenol, ce sont les bâtiments. Exact. Mais il y a pas. Pourquoi on n'a pas mis la statue de Mortenol ? Est-ce que vous voyez l'affaire ? Exact. Donc c'est ça qui est problématique dans cette affaire-là. Et la chose, c'est que pourquoi je dis la trajectoire ? Parce que la trajectoire, vous savez, vous avez beaucoup de villes, vous avez le boulevard Général de Gaulle, mais qui est en bordure, c'est-à-dire que c'est un peu le rempart énergétique, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a cette idée que il faut faire une espèce de ligne Maginot, vous voyez, donc et donc vous avez beaucoup de boulevards comme en Martinique ou en Abidjan et ailleurs, vous avez des boulevards comme ça. Vous avez des villes, par exemple, où vous avez beaucoup de noms de grands colonisateurs et de criminels dans le sens sud-nord. C'est-à-dire quand la rue part du sud pour aller vers le nord, eh bien vous avez
le nom je dirais, de criminels. Voilà, on ne peut pas appeler ça, c'est des colonisateurs et compagnie. Donc on voit que... C'est quoi, c'est une espèce de... C'est-à-dire que vous avez des gens qui viennent du Nord, qui vont agresser 3 autres points cardinaux. Donc, quand ils vont faire un plan, un cadastre de ville et compagnie, les trajectoires doivent... Parce que le but du jeu, c'est... vers le Nord. Mais bien sûr, parce qu'on pille la colonie pour enrichir le Nord. Exact. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, le Nord s'est enrichi, oui, mais comment? En pillant le Sud. Et en trafiquant les organismes de pouvoir internationaux. Les Chinois, pourquoi ils critiquent la Banque mondiale, l'ONU et compagnie? Parce que c'est des organisations privatives. Il n'y a pas de démocratie dans les organisations internationales. Il faut que soit le président est américain, soit le président est européen, on vous parle d'organisation internationale. C'est vrai. La Chine dit, attendez, je suis devenu une puissance mondiale, je ne peux pas diriger l'ONU. Je ne peux pas diriger la Banque mondiale. Je ne peux pas diriger le FMI. C'est quoi cette affaire? Donc c'est pour ça qu'ils ont dit, on va créer les BRICS, on va créer notre propre banque. Est-ce que vous voyez l'affaire? Parce qu'on a un problème, non seulement d'opacité dans le fonctionnement des organismes internationaux, mais il n'y a pas de démocratie. Vous voyez, c'est ça qui est... Et puis, deux ont les droits de veto. Donc, vous avez 5 personnes qui ont le droit de veto. Les autres n'en ont pas. Donc, ça veut dire que c'est toujours... Donc, c'est du colonialisme à grande échelle planétaire, en fait, finalement. Toutes ces choses-là, je vous garantis, ça ne tiendra pas à l'ère du Verseau. Maintenant, la dernière chose qu'il est important de rappeler, vous n'allez pas installer une statue quand la Lune descend. Vous installez une statue quand la Lune monte. Donc il y a des paramètres. Donc même le temps, mais mon cher ami, mais les gens savent très bien quand il faut planter, on regarde la Lune. C'est vrai. Donc c'est pas quand tu vas mettre une statue que tu regardes pas la Lune. C'est-à-dire que non, il y a dans notre fonctionnement une irresponsabilité d'adulte dans la transmission des savoirs aux jeunes générations. Le savoir, c'est pas le fait d'avoir 10 sur 20 ou 15 sur 20 dans un devoir qu'on t'a donné à l'école. Le savoir, c'est ta capacité d'élévation. Vous voyez, je ne parle pas de développement, je parle d'élévation. C'est-à-dire que quand vous mettez une graine en terre, la première chose que la graine va faire, c'est des racines. Parce qu'elle sait que pour s'élever, il faut vraiment être bien ancré. Et il faut puiser dans cette force-là. Vous voyez, et il ne faut pas oublier que la terre, c'est de l'électricité. D'accord? L'électricité plus, il ne faut pas l'oublier. Et à partir du moment où elle monte, elle va déployer les branches parce qu'il faut capter l'électricité, moins, qui vient du ciel, donc qui vient du soleil, ce sont les photons. Donc, une fois que ça devient une pile, il y a quelque chose qui va stocker l'énergie, c'est le fruit. Donc, le fruit va stocker l'énergie. Donc, à partir du moment où on mange un fruit, on mange de l'énergie. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas tout, en fait, de produire le savoir, mais il faut qu'il y ait de l'énergie dans ce savoir. La chose, c'est que Jules Ferry a créé un savoir sans énergie. C'est-à-dire qui sert les intérêts de la déstabilisation des rapports humains. Et il le sait très bien, parce que c'était un colonisateur. Donc ça veut dire qu'il a monté une école coloniale. Mais coloniale dans les deux sens, c'est ça qui est extraordinaire. Parce que quand je fais des débats en Europe, le problème c'est que Jules Ferry ment à l'Européen, mais il ment aussi à l'Africain, il va mentir à l'Indien, en Inde, c'est-à-dire il ment à tout le monde. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que la jeunesse européenne découvre comment l'Europe a fait l'argent. C'est-à-dire comment elle a conçu, je dirais, l'espèce de pouvoir économique qu'elle a aujourd'hui. Et c'est cette histoire-là qui a du mal à passer. Donc la question c'est, s'il n'y a pas eu, pendant tout ce temps-là, de musée sur l'histoire de la colonisation, qui n'existe toujours pas, et sur l'histoire de l'esclavage, l'espèce de truc bizarre qu'on a ici, pourquoi? C'est parce qu'on cherche à cacher aux deux camps la réalité. Donc on essaie de maîtriser l'histoire en mettant en scène l'histoire pour garder le statu quo, c'est-à-dire de ceux qui sont arrimés à la cupidité. Mais ce temps est fini. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à faire dans ce sens-là, parce que de toute façon, les carottes sont cuites. La dernière chose que je dirais qui est importante, c'est qu'il est temps de prendre conscience de l'initiative africaine. Parce que, avec les années, je dirais tout ce qui s'est passé, on n'a pas pris suffisamment d'initiatives. Je parle même au niveau de la Guadeloupe. Nous devons, avoir ce qu'on appelle... On est en train de discuter de l'octroi de mer, enfin un tas de trucs débiles. Vous voyez, c'est comme si... Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, vous vous rendez compte que c'est des trucs qui remontent à la colonisation, et on est en train de discuter d'acquis de la colonisation, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on ne garde pas. Vous voyez bien qu'on est à un niveau de discussion qui est quand même assez pathétique. Alors que, moi je vous dis, la réalité c'est que nous avons beaucoup de potentiel. Mais ces potentiels-là, on ne peut pas en discuter dans les milieux économiques. Pourquoi? Parce que c'est des chasses gardées. Vous voyez? C'est-à-dire quand vous arrivez avec des idées nouvelles, vous arrivez avec des stratégies nouvelles, c'est compliqué. Parce que ce sont des chasses gardées.
Donc c'est pour ça qu'il faut dire aux gens que non, il existe un vrai potentiel. Ce qu'on appelle le tourisme en Guadeloupe, ça n'existe pas. L'économie avec des franchises, ce ne sera jamais de l'économie. Et qu'il serait peut-être temps qu'on s'asseye et qu'on respecte les valeurs d'un certain nombre de choses. Je ne parle pas de développement, je parle d'élévation et d'épanouissement. D'accord ? Parce que le développement peut se faire sans élévation de tous et sans épanouissement. Vous voyez ? Donc c'est ça qui est aussi important. Et ces choses-là existent parce qu'on ne peut pas toujours aborder l'économie comme des dogmes, comme on veut aborder des statuts comme des dogmes. Et même l'histoire de Schellcher ne saurait être un dogme. Moi, je ne conteste pas que le gars de Paris ait sa version de l'histoire de Victor Schellcher. Mais moi, en ce qui me concerne, Schellcher, vous savez, c'est pas lui qui a aboli l'esclavage en Guadeloupe. Ce sont les Guadeloupéens, c'est-à-dire c'est nous. Donc les affaires de Schellcher, vous allez organiser ça à 7000 km, mais ici, c'est nous qui avons réglé le problème, comme en Martinique. D'accord ? Quand il est arrivé, c'était fini. Et la raison pour laquelle ils se sont excités à abolir, c'est parce qu'on allait transformer la Guadeloupe en Haïti 2. C'est-à-dire on allait fonder un gouvernement, monter une constitution, on allait nous désarrimer. Et même chose allait se passer en Martinique. Et quand ils ont vu que s'ils perdent du temps, ça va arriver, donc ils se sont tous secoués, les gars, on n'a plus beaucoup de temps. Et même quand il est arrivé, il a dit, heureusement qu'on a pris la décision, parce que si j'étais venu sans rien, vous comprenez l'affaire ? Mais attends, les carottes seraient cuites. Donc on voit bien que tout ça, c'est un jeu de gens. Et la dernière chose qui est importante, c'est que les invectives des gens qui ont des responsabilités dans nos départements, venant de gens qui sont des responsables politiques ou de responsables d'organisations dans l'ombre, là-bas, je pense qu'il faut que ça cesse. Parce que la loi Taubira a une version morale, c'est que le descendant de colon ne peut pas imprimer, je dirais, son rythme à quelque chose où il y a une loi internationalement reconnue qui fait que moi j'ai droit à la parole et j'ai droit au respect de ma parole, et aucun noir n'a le droit de se faire infantiliser dans les médias lorsqu'il vient parler de ces choses-là. Très clairement. D'accord ? Parce que c'est ça qu'on appelle la morale de la loi, en dépit du fait qu'il y a l'aspect juridique, le texte de loi lui-même, il y a une morale. Derrière. C'est-à-dire que la parole de la victime ou du descendant de la victime vaut sur la parole de quiconque. Ça, c'est important de le rappeler. Merci beaucoup, Nusere Kalala Omotunde, d'être venu sur ce plateau ce soir. Semaine prochaine ? Oui, semaine prochaine. Très bien. Eh bien, on vous donne rendez-vous, chers téléspectateurs, jeudi prochain pour un nouveau jeudi Anthropologie. Ce sera toujours avec Nusere Kalala Omotunde. Passez une bonne soirée sur Canal 10. On se retrouve demain.